Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Régis Koenig, le directeur durabilité et réparation du groupe Fnac Darty. Il nous parlera de cet indice de durabilité qui s'affiche désormais sur les télévisions et bientôt sur les lave-linges. Dans notre débat, on va parler du recours à l'énergie nucléaire pour faire tourner les data centers et répondre à la demande d'électricité liée au développement de l'intelligence artificielle. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Combac et son comparateur en ligne dédié à l'occasion et au reconditionné. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Régis Koenig. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur durabilité et réparation du groupe Fnac Darty. L'indice de durabilité qui vient de remplacer l'indice de réparabilité. Ça change quoi pour vous? Alors l'indice de durabilité, alors ça déjà il faut le savoir, ça vient sur les téléviseurs. Oui. Et en plus, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit étendu le plus vite à toutes les catégories de produits. Donc c'est une note sur 10. Oui. Qui va indiquer la durabilité prévue de cet appareil. Alors, vous posiez la question par rapport à l'indice de réparabilité qui existait déjà. Qui existe déjà et qui est remplacé par l'indice de durabilité. Effectivement, donc l'indice de réparabilité, lui, mesurait la réparabilité. Ouais. C'est-à-dire quand un produit tombe en panne, est-ce qu'on peut plus ou moins le réparer, meilleure est la note, plus on peut le réparer. Ouais. L'indice de durabilité vient ajouter une composante sur la fiabilité, la capacité à maintenir les appareils et aussi la garantie de ces appareils. Et en gros, ça compte moitié dans la note, donc il y a moitié sur la réparabilité et moitié sur ces nouveaux indicateurs de fiabilité, maintenance et garantie. Donc pour l'instant, c'est actif sur les télévisions là, depuis quelques jours. Ça le sera, je crois, en avril sur les lave-linges, c'est ça, c'est appelé à s'étendre? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est les télévisions. Donc vous verrez, là, si vous allez dans nos magasins ou sur Internet, vous allez voir des indices de durabilité sur toutes les télévisions, quasiment. Les lave-linges, c'est déjà prévu, donc c'est prévu début avril. C'est ça, oui. Et ensuite, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit très vite élargi à toutes les catégories de produits pour que tout le monde ait une information fiable sur la durabilité des appareils. Est-ce que vos fournisseurs sont aussi pressés que vous, les marques que vous vendez, que vous distribuez d'une certaine façon? Oui, je pense que les fournisseurs aujourd'hui ont compris l'enjeu derrière ces sujets de durabilité. Aucun fournisseur n'a envie de dire « moi, je vends un produit qui va durer un an ». Voilà, donc en fait, c'est important pour eux aussi de montrer que leurs produits sont réparables, sont durables. On leur a laissé le temps, pardon de vous interrompre, on leur a laissé le temps de se préparer à ça? Moi, je trouve qu'on a laissé le temps. Déjà, vous voyez, l'indice de durabilité, il a un an de retard, puisque la loi AGEC disait qu'il devait sortir l'année dernière. Là, on est 2025, donc on est un an plus tard que prévu initialement. Sur les télévisions pour l'instant, les lave-linges bientôt. Bon, et les autres catégories, on n'a pas encore de planning. Donc moi, je trouve que oui, on a effectivement le temps, sachant que ce sont des méthodologies, des choses qu'on connaît quand même depuis un petit bout de temps. Parce que par exemple, avec le Labo Fnac, on travaille sur ces sujets-là depuis 2018 et on a beaucoup contribué à leur fabrication. Donc ça date pas de hier. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment. Prenons ce qui existe déjà, donc les télévisions. Il y a des télés qui n'ont pas la moyenne, puisque c'est une note sur 10. Alors, on a regardé, effectivement, les plus mauvaises, on va dire, notes sont à 5. Voilà. Les meilleures, aujourd'hui, frôlent les 8 ou dépassent légèrement les 8. Donc, en fait, on a globalement un équilibre entre 5 et 8, la moyenne, et un peu en dessous de 7. Ouais. En vous écoutant, je me dis, on était quand même devenu un peu dingue. C'est-à-dire que il y a des produits qui étaient quasi pas réparables ou très compliqués à réparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on revient à une sorte de bon sens, c'est-à-dire de se dire, oui, un produit doit être réparable. Est-ce que c'est la fin de l'obsolescence programmée? Alors oui, c'est la fin de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, elle est aussi dans les têtes. Je profite d'être là pour... Oui, c'est vrai, on va parler des smartphones dans un instant. On va parler des smartphones, on peut parler aussi de notre volonté de réparer. Oui, on est d'accord. Il faut quand même le dire, on est depuis 20 ans, 30 ans dans une société de surconsommation. On achète toujours plus de produits, on veut les nouveaux produits. Et parfois, je veux dire, il y a 10 ans, vous comme moi, on se disait, on va acheter un lave-linge, on va acheter une télé. Puis c'est pas grave, quand il va tomber en panne, je le changerai. Voilà. On avait cet état d'esprit-là. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour notre porte-monnaie d'ailleurs, parce que racheter 4 lave-linges en 10 ans, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un problème pour la planète aussi, parce qu'il faut savoir que l'impact sur la planète des produits qu'on a, d'équipements qu'on a chez nous, les téléviseurs, les lave-linges, par exemple pour les téléviseurs, 80% de leur impact sur la planète, c'est au moment de la fabrication. Donc plus on fabrique de téléviseurs, plus on émet de carbone finalement. Voilà, quand on réfléchit. Donc prolonger d'un an, c'est fantastique. Sur un téléviseur, ça allonge de 20%. Je suis d'accord avec vous, ça vient aussi des consommateurs, c'est tellement vrai pour les smartphones, mais
ça vient aussi des constructeurs, c'est-à-dire qu'il y avait une logique de vendre le plus de produits. Et effectivement, c'est la logique des constructeurs, des distributeurs. Je travaille chez Fnac Darty, je suis bien placé pour le savoir. La société telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est construite sur ce paradigme-là. Toujours plus de produits, vous prenez les chiffres de l'ADEME, il y a, chez vous aviez, il y a 20 ans, 30 ans, une trentaine de produits électroniques et électroménagers. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Voilà, si on prend les lampes, etc. Vous voyez la croissance d'équipements des ménages. Donc effectivement, ça a porté la croissance, mais une chose est sûre, vous êtes d'accord comme moi, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Ça, c'est une évidence. Pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que les ressources de la planète sont contraintes, donc il faut inventer des nouveaux modèles. Et la réparation, c'est un ancien modèle, quelque part, qui permet de répondre à ces enjeux. Est-ce que vous voyez les comportements changer? D'abord avec l'indice de réparabilité, puis là, ce nouvel indice, c'est sans doute un peu trop tôt pour faire un bilan, évidemment, mais c'est justement des consommateurs qui changent leur état d'esprit, qui vous rapportent plus de produits. Ah oui, clairement. Alors, on est bien placé, nous, Fnac Darty, on est le premier réparateur sur ces produits-là aujourd'hui en France. On a plus de 3000 personnes qui travaillent dans la réparation. Donc c'est notre deuxième métier. Donc on voit l'évolution de la croissance. Et pour vous donner un seul chiffre, en 2019, on réparait 1,7 million d'appareils par an. L'année dernière, on en a réparé 2,5 millions. Voilà. Vous avez la croissance, elle est là, elle est présente. Et il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Les indices tels qu'on en parle, la loi AGEC d'une manière générale, le bonus réparation qui est venu s'installer aussi par la loi AGEC depuis l'année dernière. L'inflation. Même si on en est sorti, l'inflation, ça a joué. Exactement, parce que voilà, en termes de pouvoir d'achat, réparer, c'est souvent plus économique que de remplacer. Tout l'investissement qu'on a réalisé, nous, sur des nouveaux modes de réparation, on a lancé par exemple un abonnement à la maintenance, à la réparation, qui fait que quel que soit l'âge de votre produit, quel que soit l'endroit où vous l'avez acheté, lorsqu'il tombe en panne, on va venir le réparer gratuitement. C'est inclus dans votre abonnement en tout cas. Vous n'avez pas de pièces à payer en plus, etc. On intervient rapidement. Donc vous voyez, on a développé, et il y a beaucoup de choses qui font que cette réparation, elle reprend de la place, et ça c'est vraiment très important. Alors les smartphones ne sont pas concernés pour l'instant par cet indice de durabilité parce que l'Europe a prévu une étiquette énergie, c'est pour le printemps de cette année. À vue de nez, je me dis c'est moins contraignant. Est-ce que pour l'univers des smartphones, qui s'est construit justement sur on veut le nouveau modèle presque chaque année, cet indice il est destructeur de croissance et de business model? Alors ce qui est sûr, oui, c'est ça, c'est que les nouveautés des smartphones, le marché est poussé par la nouveauté. Tous les ans, on attend le nouvel iPhone. Les gens restent la nuit pour écouter la conférence qui arrive. Bon, voilà, il faut aussi se dire que ce mode-là, il faut qu'il cesse. Si vous réfléchissez, faites calcul. Si vous commencez votre premier smartphone à 12 ans et que votre dernier smartphone à 70 ans, vous changez tous les 2 ans, comptez combien vous avez de smartphones dans votre vie. C'est un vrai sujet. Mais bon, voilà, ça prend du temps. Les mentalités, y compris des grands constructeurs, sont en train de changer. Parce qu'en même temps, on parle de l'iPhone, si on parle de ce modèle-là, on voit aussi que c'est en même temps les produits les plus durables. Parce que vous avez aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, du reconditionné, des appareils qui ont 5 ans, 6 ans et qui sont encore utilisés, qui se revendent 1 fois, 2 fois. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'ambivalence sur ce sujet-là. Je réponds à votre question sur l'indice de durabilité quand même. Effectivement, l'indice de durabilité devait être déployé en France sur les smartphones. On a eu un petit bisbis avec la Commission européenne qui fait que l'étiquette énergie, la nouvelle sur les smartphones, intégrant une notion de durabilité, on a dit stop, on ne va pas faire 2 choses en même temps, etc. On s'est fait un petit peu freiner tous par la Commission européenne. Et vous avez raison, l'indice européen aujourd'hui est moins contraignant parce qu'il intègre par exemple quelque chose, il lui manque une information qui est capitale, c'est le prix des pièces détachées, et qui n'est pas inclus dans l'indice européen. Et le prix des pièces détachées, il faut savoir que sur un smartphone, les écrans, c'est très cher. Sur les télévisions, les écrans, c'est très cher. Et c'est en général, là, sur ces catégories-là spécifiquement, le prix des pièces détachées est un vrai frein à la réparation. Il faut qu'on travaille au niveau de la conception, au niveau de la manière dont on gère les pièces détachées, pour que ce prix-là, il baisse. Et malheureusement, dans l'indice européen, il n'y a pas d'information sur le prix des pièces détachées. Merci beaucoup Régis Koenig et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe à notre débat quand l'énergie nucléaire se met au service des data centers.
Le débat de ce Smart Impact, l'énergie nucléaire au service des centres de données, des data centers. Pour en parler, Quentin Perrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes économiste, expert des sujets énergétiques au cabinet Deloitte. Thibaut Chabrolier, bonjour. Bienvenue à vous aussi, associé au cabinet Bain et compagnie. Et Christophe Weiss, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil du comité de surveillance d'APL Data Center. Je vais commencer par un constat que votre cabinet propose sur la consommation d'électricité des data centers à horizon 2030. Ils consommeront 3% de l'électricité mondiale. Ça, c'est un chiffre global, ça cache des disparités régionales ? De très fortes disparités régionales, effectivement. Donc déjà, pour se rendre compte, 3% de l'électricité mondiale, ça veut dire un triplement par rapport à aujourd'hui. Oui. Et on voit des dynamiques très fortes aux États-Unis, en Amérique du Nord, Canada aussi, en Chine et en troisième position en Europe. Donc des disparités effectivement assez fortes quand même. Les États-Unis ont une longueur d'avance, je pense qu'on peut le dire. Qui mène cette j'allais dire, course à l'armement? Bon, le terme est peut-être un petit peu fort, Thibaut Chabrolier, mais c'est évidemment les géants d'Internet. Les États aussi, il y a ces doubles locomotives en quelque sorte. Oui, on voit un phénomène de déglobalisation assez prégnant depuis toutes ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, on a deux grands blocs. On a le bloc américain et le bloc chinois qui investissent massivement. Au milieu, on a l'Europe qui cherche sa voie. Et chaque bloc, en fait, soutient un peu ses champions. Donc, le bloc américain va soutenir les GAFA et le Chip Act aux États-Unis qui consiste à rapatrier toute la production de chipsets sur le territoire américain, on a un exemple. Le Cloud Act aux États-Unis, on a un autre exemple. Donc, il y a des investissements assez massifs qui sont faits. Aujourd'hui, la course à l'armement est plutôt gagnée par des acteurs comme les GAFA aux États-Unis. Ouais. Alors, l'angle de notre débat, c'est la question du nucléaire, des mini-réacteurs nucléaires que les géants d'Internet, les GAFAM, sont ou seraient, je ne sais pas, en train de construire pour alimenter leur data center. Christophe, c'est une réalité, c'est encore un fantasme, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Écoutez, en France, on est bien placé pour en parler, puisque notre mix énergétique représente à peu près 70% d'énergie nucléaire, mais dans le cadre de centrales institutionnelles, cette énergie, elle est pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Ce que propose un certain nombre d'acteurs, comme Oracle, Google, c'est de se doter de petits réacteurs nucléaires, qu'on appelle les SMR, qui font environ 300 mégawatts. Et ces réacteurs n'existent pas aujourd'hui. On a quelques réacteurs dans des sous-marins militaires, sur des bateaux, mais ce sont des petits réacteurs. Là, on parle de réacteurs beaucoup plus importants qui n'existent pas, qu'il faut donc concevoir et réaliser. On est sur une échéance de temps qu'on situerait dans le meilleur des cas, entre 10 et 15 ans avant de voir ce type de réacteur opérationnel. Ça ne correspond pas tout à fait aux besoins immédiats. Oui, d'accord. Mais il y a quand même, je crois que c'est Microsoft qui est en train de faire rouvrir un réacteur de la centrale de 3 Miles Island, j'y arrive, qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Oui, c'est un peu comme si on proposait de rouvrir un réacteur à Tchernobyl pour alimenter le data center qui se trouve à proximité. Je crois qu'il y a un effet d'annonce, évidemment. Remettre sur pied une vieille centrale qui a eu un incident important, c'est pas forcément la solution qui vient spontanément à l'esprit. Alors, on touche là une des questions. Il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire peut-être que effectivement les data centers auront leur propre mini-réacteur, mais dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et puis il y a la question du risque de présentation, d'image d'entreprise, de risque réputationnel quand on se retrouve à gérer un mini-réacteur. Exactement. C'est-à-dire que si on est un Microsoft et qu'il y a un accident sur ce réacteur nucléaire qui vient alimenter votre data center, vous avez un risque réputationnel qui sera extrêmement fort, comme on mentionnait Tchernobyl. Microsoft n'a pas envie d'être associé à être un nucléaire. Et pour autant, ils se posent clairement cette question. Mais parce qu'ils sont dans une situation de besoin absolu de génération d'énergie décarbonée, pilotable et localisée. C'est-à-dire que décarbonée, parce qu'ils ont tous pris des commitments. Des engagements, sur leur transition énergétique. Pilotable, parce que l'éolien c'est bien, ou le solaire c'est bien, mais bon, le data center on ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas subir tous ces flux-là. Et localisé, parce que le besoin est très localisé. Un gros data center, c'est 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire. Et là, on parle de data center à 5 gigawatts chez OpenAI. Donc, vous imaginez la puissance... les data centers deviennent la nouvelle industrie électro-intensive en France. Donc c'est assez massif. Et donc le seul besoin, c'est de prendre toutes les sources d'énergie qui passent. C'est de l'éolien, du renouvelable, du nucléaire et parfois du gaz et parfois du charbon. Oui, alors c'est ça la question, effectivement, Quentin Perrier, c'est que pour l'instant,
on est plutôt en train de rouvrir notamment, je sais pas, des centrales au gaz. Enfin, on a encore, les GAFAM qui développent des data centers, besoin d'énergie fossile évidemment et pour longtemps. On voit une course à l'électricité. En fait, il y a vraiment une volonté d'aller très très vite et développer un projet éolien, solaire, développer des raccordements aussi, ça peut être long. Et parfois, ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc, aux États-Unis, on voit parfois des centrales à gaz qui sont utilisées pour alimenter des data centers, ce qui pose un vrai problème. Et je trouve que c'est une des questions avec les réacteurs SMR. S'ils ne sont pas prêts en 2030-2035, comment on va faire? Il ne faudrait pas aller vers plus de centrales à gaz, justement. Oui, donc c'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question. Exactement. Or, on est dans une course à l'intelligence artificielle sans avoir forcément résolu la question de l'alimentation énergétique. Exactement, d'où l'intérêt. Alors, on voit un intérêt chez les géants du secteur d'aller vers plus d'énergie renouvelable. Par exemple, Google a pris des engagements dans ce sens pour aller vers du 24/7, donc 24 sur 24, 7 jours sur 7, vers renouvelable. On voit aussi, par exemple, aux États-Unis, il y a 2 jours, le président américain a décidé qu'il était prêt à ouvrir des terrains fédéraux, donc militaires et du département de l'énergie, pour des data centers, à condition qu'ils soient approvisionnés en énergie renouvelable. Donc le président actuel, pas le futur. Joe Biden. Bon, on verra bien ce qu'en dit Donald Trump la semaine prochaine, puisqu'il sa cérémonie d'investiture, c'est lundi, évidemment. La place aujourd'hui aux énergies décarbonées, ça représente quoi dans les data centers? Je pourrais vous poser la question des vôtres, mais si on essaye de dézoomer, de prendre une vision un peu plus générale, un peu plus mondiale. Alors, en France, l'énergie décarbonée, c'est 95-96% de l'énergie qui est fournie aux utilisateurs. On a très peu d'énergie fossile. Par contre, en Irlande, où pourtant les GAFAM investissent, ont un peu plus de mal maintenant pour des raisons de disponibilité énergétique, mais en Irlande, la part d'énergie fossile est beaucoup plus importante. On en parlait, pour alimenter les nouveaux data centers qui sont mis en service, c'est principalement des centrales à gaz. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser du nucléaire pour ces data centers. Donc il y a une très grosse disparité selon les pays. En Allemagne, il n'y a plus de nucléaire. Mais est-ce que ça veut dire que ces engagements à utiliser de l'énergie décarbonée de la part des GAFAM, des géants, aux États-Unis, mais peut-être aussi en Chine, parce que la Chine aussi, elle est sur un chemin de décarbonation assez important, ils sont intenables, d'après vous, Christophe Weiss? C'est une fausse promesse, quoi. Intenable, non. Enfin, nous, on le voit sur les cahiers des charges qui sont émis par ces acteurs. Il y a une forte demande d'énergie décarbonée. Donc, il y a quand même une pression des opérateurs pour cette énergie décarbonée, que ce soit du nucléaire, d'ailleurs, ou de l'énergie renouvelable. Mais ça ne les empêche pas, pour autant, d'implanter leur data center sur différentes plaques, dont certaines ne sont pas vraiment décarbonées. Alors, il y a un autre levier qu'on peut activer, Quentin Perrier, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ça, on peut le faire tout de suite. C'est déjà en cours, j'imagine. Qu'est-ce qui est déjà fait aujourd'hui? C'est déjà en cours et c'est vraiment un levier majeur. Aujourd'hui, ce qui a été fait depuis quelques années, c'est de réduire les besoins énergétiques pour refroidir ces data centers. Parce que il faut des besoins énergétiques énormes, c'est très chaud. Donc jusqu'à aujourd'hui, on utilisait de l'air. On est passé à des refroidissements à eau qui sont beaucoup plus efficaces. Ce qui pose aussi une question de ressources en eau. Mais bon. Donc ça, c'est un volet qui est en cours et qu'il faut continuer à améliorer. Parce qu'on était jusqu'à 40-50% de la consommation énergétique totale pour du refroidissement. Et là, on passe à 10%. Donc vous voyez, c'est des gains énormes. Après, l'autre sujet, c'est les calculs. Les puces, les GPU là-dedans, qui ont fait d'énormes progrès. Je veux dire, jusqu'à présent, c'est ce qui a permis de stabiliser la consommation. D'accord. Depuis 2010, le trafic Internet a été multiplié par 17 et la consommation d'électricité n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'on fait des progrès extrêmement rapides. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Koumé qui dit tous les 18 mois, on double l'efficacité énergétique. Donc la question, c'est est-ce qu'on va le maintenir? Oui, est-ce qu'on peut continuer? Et pour l'instant, comment on a fait? On a fait des transistors de plus en plus fins. Et aujourd'hui, ils font 2 nanomètres. L'épaisseur de l'atome, c'est 0,2 nanomètres. Donc on voit qu'on va atteindre un mur physique. Donc la question, c'est comment on continue à innover avec des architectures plus intelligentes, avec d'autres systèmes. On est passé des CPU au GPU. Donc il y a une grosse question là-dessus et c'est là qu'il va falloir aussi mettre d'énormes efforts de R&D, de régulation et d'innovation. Et alors justement, c'est quoi la tendance, Thibaut Chabrolier? C'est des data centers plus petits et délocalisés, des data centers de plus en plus grands? Alors peut-être que les deux cohabitent d'ailleurs. C'est les deux. En réalité, c'est les deux parce que on a des besoins, on va dire vraiment des data centers de plus en plus grands qui vont aller, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 5 gigawatts ou plus, dans lequel on va avoir de forts volumes, donc des effets d'échelle, etc. Et on a une autre tendance qui est le edge computing, qui est en fait de rapprocher
les data centers des clients finaux dans certains cas. Et donc en fait on voit que les modes de calcul sont à la fois à the core, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans le cœur de réseau, mais aussi à the edge, c'est-à-dire au plus près du client. Et on le voit bien avec typiquement tous les fournisseurs de solutions d'AI qui sont au départ focalisés beaucoup sur les LLM, Large Language Model. Donc avec des gros modèles qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul pour être entraînés. Et maintenant, on parle de plus en plus des SML, Small Language Model. Donc des modèles beaucoup plus agiles, beaucoup plus simples, qui nécessitent moins d'énergie et qui donc nécessitent des plus petits data centers plus proches du client, mais qui répondent à des besoins. On n'a pas forcément besoin de sortir un bazooka pour répondre à toutes les questions. Et en France, on est sur quel modèle ? Plutôt des gros data centers ? On est plutôt en train de grandir ou plutôt en train de réduire ? Alors en France, on est plutôt en train de grandir, puisque la France avait un certain retard sur l'hébergement hyperscale. Donc là, on est plutôt sur la construction de très gros data centers pour les besoins des GAFAM principalement et le cloud. Mais on constate quand même une tendance maintenant à une certaine dissémination de data center edge, comme on vient de le dire, qui permettent de se rapprocher au plus près de l'utilisation, réduire les temps de latence, stocker à proximité les data. Et donc cette tendance-là, je dirais que ça va pas forcément dans le bon sens pour la consommation, puisque les petits data centers sont souvent moins performants que les très gros. Les grands progrès dont on parlait à l'instant ont été faits principalement par les hyperscales. C'est-à-dire qu'on a accru de manière considérable l'efficacité énergétique des data centers. C'est ce qui consomme. En les faisant grandir. En les faisant grandir. Ce qui consomme, c'est principalement les serveurs. Même s'ils ont fait d'énormes progrès, ces serveurs, et les puces également. C'est considérable. Mais on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Et les petits data centers qui vont se répartir sur tout le territoire, puisque ça c'est une réalité, eux vont certainement être un peu moins performants. Donc on va répartir la consommation, alors qu'actuellement elle est plutôt concentrée sur des grands ouvrages. Mais ça a le mérite de répartir aussi l'approvisionnement énergétique sur le territoire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une forte demande très localisée, là vous allez disséminer la demande. Donc les besoins en investissement sur l'infrastructure électrique vont être un peu. Mais est-ce que, effectivement, la France fonctionne à l'énergie décarbonée grâce au nucléaire, et un peu moins, mais un peu Est-ce que ça fait de la France un Eldorado des GAFAM qui veulent de l'énergie décarbonée? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux juste me permettre, parce qu'on parle d'énergie décarbonée, et je pense que c'est important de dire qu'on parle d'électricité décarbonée. Parce qu'en fait, la France utilise beaucoup d'énergie. C'est vrai. C'est l'électricité. Oui, vous avez raison. Électricité décarbonée. Alors, oui, la France a une énergie plutôt attractive, décarbonée, pas très chère par rapport à ses pays voisins, même si après on peut jouer sur la fiscalité pour attirer les opérateurs. Donc c'est plutôt attractif, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on constate ce mouvement actuellement vers la France d'un certain nombre d'acteurs. La France, on est dans une logique de régulation, de planification. Quelle tendance s'impose aujourd'hui? D'ailleurs, c'est peut-être la France et l'Europe. Déjà, de façon générale, qu'est-ce qui fait que les autres data centers s'implémentent dans des endroits? On voit qu'ils choisissent très souvent, c'est des endroits où il faut qu'il y ait du terrain disponible, il faut qu'il y ait des réseaux disponibles. Les pays froids ont eu un avantage un certain temps. Et la fiscalité. En France, qu'est-ce qu'on a eu? C'est pas l'électricité décarbonée qui venait en premier. C'est pas ce qui venait en premier, même si c'est un sujet qui monte effectivement. En France, on a la chance d'avoir des réseaux électriques d'excellente qualité. Il y avait ce qu'il fallait dans la zone parisienne, enfin en Ile-de-France, il y a eu vraiment tout le terrain qu'il fallait, des anciennes friches industrielles. Et il y a eu aussi des aides qui ont été mises, typiquement France 2030, les grands plans d'aide de relance, il y a eu des aides pour les data centers. Donc il y a quand même une volonté de les développer en France, ça c'est clair. Allez, une minute, une question qui vaudrait 3 quarts d'heure de débat. Et c'est pas le moment d'appuyer sur le frein. C'est-à-dire qu'on développe l'IA partout sur la planète, il y a une course à l'armement dont je parlais tout à l'heure, sans se poser vraiment les questions de l'impact sur nos démocraties, sur la consommation d'énergie, etc., etc. Alors, je pense que l'Europe a pris le sujet à bras-le-corps. L'Union européenne est en train de réguler sur ce sujet. Nous, ce qu'on dit dans le rapport Bain, c'est que cette course à l'armement va de facto ralentir pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque acteur essaie de gagner cette bataille de l'IA et donc est en train de surinvestir. Donc chacun s'engage à acheter beaucoup de capacités, chacun s'engage à développer beaucoup de data centers, mais la réalité économique
Et c'est que l'adoption est beaucoup plus lente que ce que les... On regardait toute technologie qui a évolué, l'adoption a toujours été un peu plus lente que ce qu'on avait prévu. Donc la réalité économiquement, c'est qu'on va se retrouver face à des surcapacités d'ici quelques années qui vont de facto ralentir un petit peu, selon nous, la course à l'armement. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Élise Moutarlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Comeback, créé l'an dernier avec Pierre Touré et Tom Rouchy. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Aujourd'hui, on est parti du constat que 70% des Français veulent consommer de manière plus durable. Souvent, ils disent qu'ils ne savent pas par où commencer. Ouais. Pourtant, il y a une solution assez simple pour réduire de plus de 80% l'impact de ces achats, c'est d'acheter en seconde main. Le problème, c'est que c'est assez chronophage. Beaucoup de consommateurs se plaignent de ça aujourd'hui. Il y a eu une explosion des marketplaces, des sites. Ouais. Même les sites du neuf se mettent désormais à proposer de la reconditionnée et du seconde main. Et donc, il y a un manque de temps, un manque de confiance aussi, parce qu'on a besoin de savoir que l'objet va durer et qu'on va avoir confiance en le SAV, par exemple. Et puis, la méconnaissance des acteurs, puisqu'on n'est pas toujours au courant de cette nouvelle plateforme qui vient de sortir. Donc vous proposez un comparateur, c'est ça, Comeback? Voilà, Comeback, c'est un comparateur en ligne qui rassemble toutes les offres de seconde main au même endroit. Concrètement, on est un petit peu sur votre assistant qui fait le job pour vous, qui va aller identifier sur Internet toutes les offres disponibles et il vous fait remonter l'offre la moins chère, l'offre la mieux garantie ou l'offre la moins chère du reconditionné français pour améliorer son impact. Et quel bilan vous faites après quelques mois d'existence? On est très content des résultats. On a une croissance exponentielle depuis quelques mois. Aujourd'hui, notre objectif, c'est se développer sur un multicatégorie de produits, pour développer le réflexe de la seconde main chez tous les consommateurs. Aujourd'hui, il n'y a que 8% de la population qui est adepte de la seconde main. Nous, on veut que ces adeptes ils soient rejoints par tous les occasionnels de la seconde main. Les gens qui achètent aujourd'hui juste leur smartphone, demain achètent toutes les catégories de produits dont ils ont besoin. Quels produits on trouve sur la plateforme Comeback? Alors aujourd'hui, on a choisi de commencer par le smartphone pour plusieurs raisons. C'est un objet qui pèse sur le budget d'un Français et c'est d'autant plus important parce que Comeback vous permet de faire à la fois un gain de temps dans vos recherches, mais surtout des économies. Dans ce contexte inflationniste, c'est extrêmement important. Et puis, on est aussi de plus en plus au courant qu'un électronique, ça a un impact environnemental et social énorme. Les Français y sont de plus en plus sensibles. Il y a une logique de transparence, de lien de confiance, si je comprends bien. Oui, nous, on a fait le choix de recenser un maximum de partenaires qui soient sérieux pour qu'il y ait une certaine exhaustivité, qu'on n'ait pas l'impression qu'on manque la meilleure offre et qu'on a envie d'aller voir ailleurs que sur Comeback. On est là pour vous faire gagner du temps, donc on fait un peu le boulot pour vous d'aller chercher les acteurs sérieux de la seconde main. Donc un secteur qui est quand même, vous nous disiez seulement 8%, mais qui est quand même en forte croissance. Donc ça va tirer forcément l'entreprise. Alors aujourd'hui, vous avez anticipé, j'imagine? Bien sûr, il y a des projections qui disent qu'en 2050, l'achat de seconde main sera plus important que l'achat de neuf. Et donc nous, on veut forcément accompagner cette croissance. La multiplication des acteurs, elle induit aussi une complexité pour l'utilisateur à rechercher. Plus on va avoir d'acteurs, plus ça va être un petit peu la galère de savoir où aller. Et donc nous, on se propose de faciliter et de simplifier l'expérience utilisateur. Merci beaucoup Élise Moutarlier et bon vent à Comeback. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!